Bonjour Pierre-Henri Lab. Vous avez écrit dans le numéro 412 de la revue La Pensée un article qui traite de la lutte des femmes de chambre des hôtels Ibis Accor après un long travail d'enquête sociologique. Alors, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces données? Bonjour Stéphane Bonnery, mais merci encore de m'avoir permis d'écrire dans la pensée. Alors ce travail de recherche, je l'ai effectué à l'occasion de mon master de sciences politiques à Paris 1 et j'ai profité en fait du conflit de l'hôtel Ibis que j'ai suivi quasiment entièrement. Le conflit s'est déroulé de juillet 2019 à mars 2021 et j'ai commencé des observations en décembre 2019. J'en ai fait une cinquantaine d'heures tout au long du conflit, ce qui m'a permis de voir aussi comment les choses évoluaient, comment les acteurs aussi pouvaient évoluer dans leur comportement, dans leurs relations, etc. Et puis j'ai fait aussi 25 entretiens avec des syndicalistes du nettoyage, avec des syndicalistes de l'hôtellerie et bien sûr avec des salariés et en particulier les femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Alors, ces heures d'observation, tout d'abord, elles ont porté sur. J'ai assisté, par exemple, j'ai avec elles à la tenue du piquet de grève qui les occupait quotidiennement, de 9 heures le matin jusqu'à la fin de l'après-midi. J'ai participé à des initiatives, des actions menées, conduites par le syndicat, des envahissements de halls d'hôtel du groupe Accor pour, disons, faire pression sur le donneur d'ordre qui est le propriétaire d'Ibis, des manifestations, des rassemblements, mais aussi des réunions internes, ce qu'ils appelaient des assemblées générales, c'est-à-dire des réunions où les grévistes se réunissaient une fois par semaine en général avec les syndicalistes pour définir la conduite à suivre, notamment en matière de négociation et puis régler aussi toutes les questions qui peuvent venir dans un conflit. Les entretiens, donc, enfin, ces observations m'ont permis de voir quelles étaient les relations qu'elles entretenaient les femmes de chambre entre elles, quelles relations elles entretenaient aussi avec les syndicalistes, et puis bien sûr de voir comment le conflit se conduisait au fur et à mesure des interactions avec les pouvoirs publics, avec les employeurs évidemment, avec le donneur d'ordre et avec les autres acteurs qui pouvaient soutenir le conflit, tels que les groupes féministes ou d'autres organisations syndicales. Les entretiens m'ont permis aussi de mieux cerner qui étaient ces femmes, leurs histoires, ce sont souvent des migrantes, leurs conditions de vie, là où elles vivent, combien elles ont d'enfants, leurs revenus, comment elles occupent leur journée, leur vie sociale, etc., etc. Alors, vous expliquez dans l'article que le patronat de ce secteur a recours à la sous-traitance et, ce faisant, participe à diviser les travailleurs et les travailleuses, c'est-à-dire. La sous-traitance, elle permet finalement d'exclure des salariés d'une communauté professionnelle auquel appartenaient auparavant les emplois qu'ils occupent. Donc, c'est le cas typique avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, puisque l'hôtel Ibis a recours à un sous-traitant, une entreprise de nettoyage, et les femmes de chambre sont employées par cette société de nettoyage. Alors, c'est une conséquence immédiate, c'est que ces femmes de chambre ne sont plus concernées par les droits, les textes qui encadrent les salariés de l'hôtellerie. Elles ne relèvent plus de la convention collective de l'hôtellerie. Les accords d'entreprise de l'hôtel Ibis ou d'accords ne s'appliquent pas à ces femmes. Et ce phénomène-là vient se conjuguer avec, on va dire, le recrutement de ces femmes et leurs caractéristiques sociales. C'est-à-dire que la sous-traitance dans le nettoyage est la porte d'entrée sur le marché du travail pour une main-d'œuvre immigrée qui vient d'Afrique, qui vient d'Asie, d'Afrique subsaharienne essentiellement, et qui bien souvent est originaire de pays où le travail est informel. Et donc, elles méconnaissent même l'existence de conventions collectives, l'existence de droits. Elles se méconnaissent en tant que sujet de droit, euh, disent de nombreux sociologues. Donc, à cette première exclusion-là, on ajoute une seconde qui, elle produit des conditions de travail dans la sous-traitance. Il faut savoir que dans le bénéfice de la sous-traitance,
n'est pas tellement lié au prix d'une journée de travail ou d'une heure de travail. Le bénéfice provient du fait que la sous-traitance permet de diminuer le nombre d'heures de travail consacrées au nettoyage. Et ça, c'est possible tout simplement parce que les employeurs ne payent pas la totalité des heures réalisées. Alors, je vais donner un exemple. Les contrats de travail sont assortis d'une cadence. Voilà. Une femme doit, à l'hôtel Ibis, nettoyer 3,5 chambres par heure. Ça veut dire que si elle a un contrat de travail de 4 heures, elle doit nettoyer 14 chambres, 4 fois 3,5. Et quand bien même elle mettrait 5 ou 6 heures pour nettoyer ses chambres, elle ne sera payée que 4 heures. Donc, une des conséquences de ce paiement à la tâche, c'est de pousser ces femmes à travailler le plus rapidement possible pour limiter le nombre d'heures supplémentaires non payées, et puis limiter aussi leur temps de présence sur l'hôtel. Alors, pourquoi? Parce que ces femmes habitent souvent loin en banlieue, donc elles ont des temps de trajet très longs en raison de la faiblesse de leurs revenus. Elles sont condamnées à habiter en lointaine banlieue. Elles ont aussi, elles assument aussi l'essentiel du travail domestique, c'est elles qui élèvent les enfants, donc il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut les poser le matin à l'école avant de partir au boulot. Donc c'est une course contre la montre. La conséquence de cette intensification du travail, on va dire de la journée de ces femmes, eh ben, c'est que ça limite la socialisation. Ça limite la socialisation avec les salariés de l'hôtellerie et ça limite la socialisation entre elles. Donc, comme elles ne créent pas de lien, comme elles et ça se réduit souvent à un salut échangé à la prise de service. Comme elles ont en plus des contrats de travail à temps partiel, il y a une espèce de turnover qui fait que leurs collègues peuvent changer régulièrement. Donc tout ça nuit à la constitution finalement d'un groupe de femmes de chambre un collectif de femmes de chambre qui se penserait comme tel. Alors, excellente transition avec la question suivante. C'est que justement, comme elles sont victimes d'une série de dominations en tant que femmes, peu lettrées, où elles sont embauchées par des marraines qui font jouer des liens d'origine ethnique. Toutes ces dominations sont utilisées par le patronat pour accroître les divisions. Et justement, comment fait le syndicalisme face à cette évolution du capitalisme? Alors, il y a deux attitudes. Il y en a une qui est conduite par les règles du champ syndical, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a une convention collective du nettoyage, les confédérations syndicales ont toutes choisi de créer une organisation du nettoyage, comme il existe une fédération, je ne sais pas moi, des cheminots, une fédération des salariés de la santé. Et en misant sur l'idée que, en augmentant les garanties de la convention collective, en la rendant plus protectrice, on créerait un sentiment d'appartenance professionnelle au nettoyage. Cette stratégie, je ne vais pas m'étendre dessus, mais elle est peu efficace parce que les garanties sont tellement faibles que le sentiment d'appartenance professionnelle n'existe pas. Et en plus, la précarité des contrats, le fait d'avoir des temps partiels pousse beaucoup de salariés du nettoyage à avoir d'autres emplois par ailleurs. Et donc, de fait, quand on occupe plusieurs emplois dans différents secteurs, l'appartenance à un secteur bien précis est plus compliquée. L'autre démarche, qui est une démarche quand même assez marginale dans le syndicalisme, c'est celle de la CGT-HPE, en tout cas celle au moment du conflit, qui est un syndicat de l'hôtellerie, qui est de considérer que les femmes de chambre, quand bien même elles aient un employeur du nettoyage, elles sont des salariés de l'hôtellerie, et donc elles doivent être réintégrées professionnellement dans l'hôtellerie, malgré le statut de sous-traitance. Alors, cette intégration professionnelle, elle se fait par le biais de l'intégration syndicale. Au moment du conflit, par exemple, la CGT-HPE n'accepte que de s'engager que si les grévistes dans leur totalité, se syndiquent. Euh, Première chose. Deuxième chose, le syndicat élabore des revendications communes qui permettent de répondre à des problèmes individuels. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de femmes souhaiteraient, par exemple, va préférer vouloir porter son temps de travail de 3 heures à 5 heures, une autre va vouloir au contraire peut-être le réduire d'1 heure. Donc, ils vont travailler à trouver des revendications communes qui vont fédérer ces besoins individuels, ces demandes
individuelle pour donner du sens. Un troisième point, ils vont travailler sur faire passer l'idée que les mauvaises conditions de travail, tout ça, bah, c'est le produit de la sous-traitance et qu'il s'agit donc de contester ce lien de sous-traitance. Tout au long du conflit, cette intégration syndicale, elle va se poursuivre et puis elle va prendre aussi la forme d'une intégration professionnelle. Alors je donne un exemple. Quand il y a une initiative publique, un rassemblement, un envahissement de hall d'hôtel, la CGT-HPE sollicite ses autres sections syndicales dans l'hôtellerie, qui délèguent plusieurs salariés de l'hôtel qui viennent prêter main forte, parce que les grévistes sont peu nombreuses, hein, elles étaient une vingtaine, et donc, pour envahir un hall d'hôtel, pour faire une manifestation, c'est pas suffisant. Donc, les autres salariés de l'hôtellerie, des autres sections syndicales de la CGT-HPE viennent prêter main forte. Mais en même temps qu'ils font ça, finalement, ils participent de reconnaître ces femmes de chambre comme étant des collègues, comme étant des salariés de l'hôtellerie à part entière, et ils participent aussi au fait que ces femmes ben, se reconnaissent du coup elles-mêmes comme salariés de l'hôtellerie. Il y a aussi tout un travail de formation, de transfert, d'apprentissage, de prise de connaissance de leurs droits, donc d'identification de ce que c'est qu'une convention collective, de la différence entre celle du nettoyage et celle de l'hôtellerie, etc. Et puis, il y a aussi, on va dire, un travail pour permettre à ces femmes d'exister en tant que collectif, à travers notamment le fait qu'elles vont se doter de porte-parole. C'est-à-dire que au sein du groupe des femmes de chambre va se constituer d'une part des liens entre ces femmes, qui, je l'ai dit, n'avaient pas beaucoup de liens du fait des conditions de travail et de l'intensité du travail, mais en plus va émerger parmi elles, notamment parmi celles qui savent lire, parmi celles qui ont des compétences particulières, par exemple celle qui gère le planning des femmes de chambre et va gérer le planning de présence sur le piquet de grève. Donc ces femmes vont devenir quelque part des porte-paroles, d'une part parce qu'elles parlent français, et donc ça leur donne un rôle d'intermédiaire entre celles qui maîtrisent mal le français et les syndicalistes et les employeurs. Et petit à petit, bah, ces porte-paroles, au sens qu'ils détiennent une parole commune, vont permettre aussi au groupe de se constituer. Un autre moyen de pratiquer cette intégration syndicale et professionnelle, ben, c'est le syndicalisme au quotidien dans les hôtels. La CGT-HPE développe on va dire, tout un volet de pratiques, d'encadrement, d'intégration dans l'hôtel et dans le syndicat. Les responsables locaux de la CGT-HPE, dans les hôtels, par exemple, prennent le temps, chaque mois, de vérifier avec les femmes de chambre, quand bien même elles sont salariées de la sous-traitance, leur feuille de paye, pour vérifier que toutes les heures sont payées. Ils vont aussi, par exemple, intervenir pour qu'il y ait une fontaine d'eau à l'étage, intervenir pour permettre une petite pause informelle. Ils vont aussi les accompagner dans leur démarche administrative, parce que ces femmes ne sachant pour la plupart ni lire ni écrire, remplir un dossier de renouvellement de carte de séjour, remplir un dossier de caisse d'allocation familiale, tout ça sont des tâches très compliquées pour elles. Et le syndicat apparaît comme une ressource. Ça permet aussi à ces femmes de nouer un lien de confiance avec, Et de avec le créer une syndicat solidarité. Voilà. et de solidarité, de se développer. Le syndicat aussi renverse on va dire, un peu les rapports de domination qui peuvent exister au sein de l'hôtel. On a évoqué tout à l'heure la question des gouvernantes, mais les gouvernantes qui sont un peu le contremaître, c'est-à-dire celles qui encadrent l'équipe de femmes de chambre, qui contrôlent le travail, cette gouvernante est souvent choisie par l'employeur parce qu'elle, elle sait lire et écrire. Donc, elle a déjà une fonction quelque part d'intermédiaire entre le groupe des Ouais. femmes de chambre et l'employeur. Et elle développe finalement enfin, cette position dominante, lui assure une certaine forme de loyauté de la part des femmes de chambre qui s'en remettent à elle parce qu'elles ne savent pas lire et écrire, parce qu'elle peut aussi, elle, des fois jouer ce rôle d'aide pour remplir des dossiers administratifs, etc., etc. Donc, les syndicats essayent de recruter en priorité, finalement, ces gouvernantes
Mais pourquoi pour les en, intermédiaires passent du côté du travail plutôt que du capital, quoi. Voilà. tout à fait, voilà, tout à fait. En tout cas, il y a beaucoup de. C'est un article très riche qu'on invite les lecteurs de la pensée à les lire de plus près. Je rappelle qu'il est paru dans le numéro 412 au sein du dossier Syndicat et mutation du capitalisme que la pensée a co-organisé avec l'Institut CGT d'Histoire sociale et l'Institut de recherche de la FSU. Voilà, on peut commander le numéro en version imprimée à la Fondation Gabriel Péry ou se procurer les articles à l'unité sur la plateforme Kern. Merci Pierre-Henri Lab et à bientôt.